Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Calia Podcast, où nous traitons de sujets divers comme la métrologie, les systèmes de management et le fonctionnement réel des organisations. Aujourd'hui, nous allons accueillir Grégory Charpentier, fondateur et directeur de Calia Performance. Pour ce deuxième épisode, nous allons aborder le sujet de l'ISO 10012 sur les systèmes de management de la mesure. Cette norme a été publiée pour la première fois en 2003 et est actuellement en cours de révision. Bonjour Grégory, bienvenue. Bonjour Fabienne, merci. Comment ça va? Très bien et toi? Ça va très bien, merci. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'ISO 10012. Peux-tu nous expliquer en quelques mots ton historique et nous expliquer un petit peu plus quelle est l'implication de Calia au sein de cette commission de révision de l'ISO 10012? Alors nous avons intégré effectivement la commission internationale de l'ISO 10012, Calia et moi à titre personnel en tant qu'expert dans le domaine de la mesure. Donc effectivement, du fait de mon expérience dans ce domaine et pour avoir tenu des postes à responsabilité justement dans l'ensemble de la maîtrise de la mesure dans les industries, et notamment chez Saint-Gobain. Donc il m'a paru important de participer à cette nouvelle révision de l'ISO 10012, puisqu'effectivement, ça fait quand même plus d'une vingtaine d'années qu'elle était en vigueur, sans avoir été revue ni révisée. Différents pays intègrent, si tu veux, cette commission, et nous sommes aujourd'hui project leader. Donc on a une collaboratrice qui aujourd'hui est project leader de la révision de cette nouvelle version de l'ISO 10012. Très bien. Et justement, pourrais-tu nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est cette ISO 10012? Alors, c'est une norme qui est classée dans les systèmes de management en qualité. Donc, elle va avoir une structure harmonisée, comme on dit, donc HS. La structure, en fait, va permettre de pouvoir assurer le maintien ou la maîtrise, plutôt, de l'ensemble de la mesure dans l'organisation. Elle propose tout un tas d'exigences qui vont permettre de pouvoir définir la politique, le leadership en lien avec cette norme-là, l'ensemble des objectifs, qu'ils soient qualité, ou qu'ils soient en lien avec les risques et les opportunités. Donc c'est la même structure finalement qu'une ISO 9001, et architecturée autour du PDCA, Plan d'Object Act, qui permet de pouvoir améliorer en permanence ce système de management. D'accord, donc le fait d'associer la mesure à la gestion d'un parc d'équipements est un raccourci, j'imagine, que l'on fait au vu de ce que tu viens d'expliquer. Oui, parce qu'effectivement, quand on parle de métrologie, systématiquement, ce qui nous vient en tête, c'est l'équipement qui nous permet de pouvoir réaliser la mesure. On parle d'équipement de mesure ou d'équipement d'essai. Historiquement, en effet, quand on s'intéresse un petit peu à cette fonction, la plupart du temps, on a une personne qui, de façon un peu isolée, un peu séquencée, va récupérer les équipements, les envoyer en vérification chez un sous-traitant qualifié, souvent accrédité, en 17025. Et ça s'arrête là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'équipement a été confirmé conforme, généralement la métrologie s'arrête à ce niveau-là. C'est pas le cas partout, bien évidemment, puisque déjà la version de 2003 de l'ISO 10012 avait une approche plus large. Mais quand on regarde l'ISO 9001 et le paragraphe 7.1.5, 7.1.5 qui est le paragraphe sur le management des équipements, dans le paragraphe d'ailleurs des ressources. Donc quand on pense ressources, on pense tout de suite équipement, mais pas processus. Et donc l'approche processus qui permet de pouvoir maîtriser les 5M dans l'environnement d'utilisation de l'équipement, c'est-à-dire qu'on va avoir une mesure d'une caractéristique. L'équipement, lui, c'est un élément des 5M, c'est le moyen.
Et dans ces moyens-là, on a également la maîtrise de l'équipement au travers les étalonnages, les vérifications et le raccordement au système international. Système international qui permet finalement de pouvoir standardiser les mesures, qu'elles soient faites en France ou qu'elles soient faites aux États-Unis. Elle permet de pouvoir avoir un fonctionnement ou en tout cas une mesure qui sera universelle. Et quand on va recevoir une pièce mesurée des États-Unis envoyée vers la France, on n'aura pas de surprise. Voilà. C'est ça l'intérêt justement du système international, d'aligner l'ensemble des pays. Et ça a été d'ailleurs créé avec l'ouverture des marchés. D'accord. Et quelles sont les nouveautés de cette nouvelle version de l'ISO 10012? Alors c'est précisément, donc déjà d'une part son architecture, qui est effectivement une architecture qui va permettre de pouvoir l'intégrer dans les systèmes existants. Quand on a une architecture HS, qui est identique aux architectures de l'ISO 9001, ou une 9100, une 19443, la 2012, elle ne va pas ajouter du poids administratif ou du poids normatif. Cette 2012 ayant une architecture identique, elle va simplement permettre de pouvoir s'intégrer plus facilement et traiter plus précisément la question de la mesure au travers des mêmes chapitres. Par exemple, le leadership, qui est un chapitre identique, est présent dans l'ISO 9001, le chapitre 5. On aura des exigences un peu plus précises sur la 2012 qui va s'incorporer aux exigences déjà présentes de l'ISO 9001 ou n'importe quelle autre norme qui a cette structure. Ça, c'est déjà un premier élément de distinction. Deuxième élément fondamentalement différent, c'est que la mesure, elle commence non pas à partir du moment où on a conçu un produit, mais elle commence bien plus tôt. Et là, on va clarifier, notamment avec les chapitres 8.2 et 8.1, qui sont en fait la récolte des exigences pour le 8.2. 8.1, les exigences générales, où à l'intérieur, on a pu insérer des exigences comme le management des risques opérationnels, de façon à traiter au plus proche des opérations le risque, notamment la plupart des sociétés vont choisir des DFMIA et PFMIA, tout ce qui est lié avec les analyses de risque AMDEC. Et également le chapitre 8.3 qui, lui, adresse la question de la conception. Donc, si je vous fais un parallèle avec l'ISO 9001, vous allez avoir le 8.1, 8.2, 8.3, donc 8.1 général, 8.2 des exigences, ça récolte des exigences, le 8.3 la conception. Pour les produits, eh bien, on va avoir le pendant, le parallèle en fait tracé avec l'ISO 10012 qui va venir enrichir ces chapitres-là de façon à ce que la mesure soit prise en compte dès finalement la récolte des exigences. C'est-à-dire que quand un client va exprimer le fait que par exemple son moteur ne doit pas faire trop de bruit, cette exigence-là doit être à un moment donné traduite en une exigence mesurable. Le pas trop de bruit, mon pas trop de bruit ne sera pas ton pas trop de bruit. On aura une vision différente de ce qu'est le bruit. Donc il faut le quantifier, le rendre factuel, le traduire par une exigence comme X plus ou moins dB, décibels, voilà, avec une valeur qui est quantifiable et mesurable. Donc ça, c'est la partie récolte des exigences. Et ensuite, sur la partie conception, eh bien, avant de sortir une liasse de plans, ce qui était quand même l'écueil de beaucoup de conceptions de produits, c'est-à-dire qu'on va définir des tolérances extrêmement serrées qui n'ont pas fait l'objet d'une analyse sur la mesurabilité. Est-ce que la cote qu'on a imaginée ou qu'on a posée sur un plan est mesurable ? Et donc, l'idée, c'est de pouvoir dire dès la conception, par une multifunctional team, c'est-à-dire en fait une équipe avec des disciplines différentes, des compétences différentes, d'incorporer la compétence métrologique dans les échanges qui auront lieu avec les concepteurs, de façon à savoir si cette cote qui est choisie est en effet mesurable ou non. Et quand je parle de mesurabilité, je parle de la capacité à pouvoir mesurer et s'assurer de la validité des résultats in fine. D'accord, donc la finalité de cette norme est bien d'assurer la fiabilité des résultats des mesures. Elle est en effet de fiabiliser l'ensemble des mesures dans l'entreprise, mais surtout de pouvoir pérenniser cette fiabilité par une organisation et un système qui l'assure. D'accord. Et ce qui fait qu'une société actuellement certifiée ISO 9001 peut facilement s'aligner à l'ISO 10012.
Facilement, ça va demander des efforts, il faut être honnête. Mais après, si elle a de bonnes pratiques, ça va lui permettre de pouvoir avoir une structure, un fil conducteur, un guide, mais plus qu'un guide, vraiment une façon de traiter du début à la fin la mesure, qu'elle soit prise au niveau de la direction sur l'incidence d'avoir de mauvaises mesures, parce qu'on ne peut améliorer que ce qu'on mesure convenablement. Donc dès le démarrage, il faut que la direction prenne conscience que la mesure est quelque chose d'important pour l'entreprise, parce qu'à partir du moment où on mesure bien, alors on sait précisément quelles sont les améliorations qu'on peut apporter à nos produits et à l'ensemble des processus de fabrication également, parce que ce n'est pas uniquement la caractéristique des produits, mais également tout ce qui est lié au process. Voilà, les paramètres des processus qui permettent d'assurer cette capacité, cette fiabilité dans la fabrication. Et donc, une entreprise qui est beaucoup plus capable et qui maîtrise cette capacité, c'est une entreprise qui mesure bien. D'accord. Et tu mentionnais précédemment une autre norme, l'ISO 17025. Mhm. Et quelles sont les différences entre l'ISO 17025 et l'ISO 10012? Alors, c'est un sujet qui a fait débat dans la commission parce qu'effectivement, certains ont craint d'avoir une redondance ou une concurrence entre ces deux normes. Il faut les rassurer parce qu'elles sont complètement imbriquées et complémentaires également. La 17025, elle va pouvoir attester de la compétence d'un laboratoire. Et ça, c'est peut-être pas assez connu parce que parfois on a l'impression qu'un laboratoire accrédité est accrédité sur absolument toutes ses activités, ce qui n'est pas le cas. Un système de management, quand on certifie, d'ailleurs on parle d'une certification dans ce cas-là, quand une organisation est certifiée suivant une ISO, en fait on parle du champ d'application, c'est l'ensemble du champ et des activités qui ont été choisies, il faut les définir, qui sont couvertes par cette certification. Dans l'accréditation, c'est quand même différent, c'est qu'on va accréditer une méthode précise avec des étendues, c'est-à-dire qu'on peut être accrédité pour, je te dis une bêtise, une étendue de 0 à 100 mm, mais on peut pour autant ne pas être accrédité pour une étendue au-delà de 100 mm jusqu'à 200 mm. Voilà. Donc l'accréditation va couvrir la méthode, va couvrir l'étendue, et donner également une confiance sur l'incertitude associée à la méthode qui est appliquée. Voilà, donc c'est pas du tout la même finalité, c'est pas du tout le même objectif, même si à la fin l'objectif de la 17025 c'est d'assurer la validité des résultats d'étalonnage pour attester de la conformité des équipements. On n'est pas du tout dans le domaine industriel. Là, on va simplement qualifier les équipements et en aucun cas qualifier les processus de mesure utiles et essentiels pour attester de la conformité des produits et des processus de fabrication. Très bien. Et quand est-ce qu'est prévue la publication de cette nouvelle norme? Alors la publication, on espère que la norme sortira milieu d'année 2025. Voilà, ça fait quand même maintenant un peu plus de 2 ans qu'on est sur cette révision-là. Là, il a fallu aligner l'ensemble des pays sur ces concepts et ces exigences de façon à ce qu'ils soient partagés. Ah, c'est un consensus. Mais voilà, on espère que dès 2025, les entreprises pourront commencer à travailler sur cette nouvelle version. J'ai une dernière question, Grégory. Est-ce que cette norme est certifiable? Alors, en effet, elle va devenir certifiable. Les normes sont classées suivant 2 types, type A, type B. Le type A, ce sont des normes qui sont plutôt des exigences, et le type B, plutôt des guides. L'ancienne version de l'ISO 10012 était classée déjà dans les types A, des normes d'exigence. Seulement, aucune société et aucune organisation n'avait monté de dossier d'accréditation de façon à pouvoir devenir organisme de certification. La norme étant sur une version standard, elle va devenir certifiable et donc les sociétés vont pouvoir commencer à se certifier à l'ISO 10012, ce qui n'était pas le cas sur l'ancienne version. Très bien. Ben, merci beaucoup, Grégory. Je pense que nous avons eu beaucoup d'informations très précieuses aujourd'hui. Je t'en prie. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à partager, liker ou à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous vous remercions et à bientôt pour vous apporter de nouvelles informations. Au revoir.